streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Salut Street Greg, salut tout le monde. Comme d'hab, on va attendre que les gens arrivent petit à petit. Salut Bonisseur de la Batte, salut Corium, salut Franz Wagner qui a raison de fanfaronner sur les bons résultats du Magic. Salut sur le tube. Salut Saro Manchionis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis une photo d'Antoine. Antoine n'est pas décédé, hein. Ne vous inquiétez pas, mais il a simplement succombé au froid munichois. Ouais, j'ai mis une photo pour qu'il soit avec nous quand même ce soir, mais il se repose, il est dans son lit, il a bien raison. On espère le retrouver demain matin pour le CQFR et la semaine prochaine. Mais en attendant, comme je l'ai mis dans la notification que vous avez peut-être eue, on va faire une late session un peu plus courte, je pense, ce soir, à moins que, qui sait, j'arrive à tenir la distance. mais vous aurez que moi ce soir pour discuter un peu de ce qui vous plaira, de ce que vous avez envie de parler sur la NBA. Salut le shrug de Guérande. Très bien, très sympa Guérande. Salut Paperboy. On dirait un candidat de lutte ouvrière pour les cantonales, c'est magnifique. C'est vrai que là il fait très très présidentiable Antoine comme ça. Tu vois, tu peux pas soupçonner qu'il y a un Dark Pimel qui se cache derrière cette bonne mine bienveillante. Salut Beastie Boy Stress, du coup pour la première fois, bienvenue dans la Late Session. Il est pas empaillé. Je vous avoue que j'ai pris la seule photo. En fait, je vais vous expliquer. J'ai pris la seule photo que j'avais de lui, c'est celle qu'il utilise pour les accréditations des événements NBA en ligne où il faut avoir une photo un peu formelle. Donc voilà, ça c'est Antoine Pimel sur son A-game, comme on dit. S'il va à un entretien d'embauche, vous le verrez comme ça. Voilà. Salut Loulou. Bravo RC Lens, même si j'en crois ce que tu m'as dit, t'as pas trop pu suivre le match, mais bravo à Lens en Ligue des Champions. Ou une statue de cire du musée Grévin. Mais les amis, on sait pas, peut-être qu'un jour Antoine Pimel sera au musée Grévin. C'est possible, très possible. Comme contributeur du rayonnement de la France à l'étranger, en Allemagne notamment. Qui sait. Bon, comment vous allez tous ce soir? Est-ce que j'ai raté les 20 dernières minutes? Salut Kikish. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes dans un meilleur état de forme qu'Antoine Pimel? Est-ce que vous êtes un peu moins fatigué que moi? À côté de Marc Dorcel. Marc Dorcel n'est pas au musée Grévin, rassure-moi. Je comptais y emmener ma fille prochainement. C'est un peu tôt pour lui expliquer qui est ce monsieur, je pense. Déjà, est-ce que quelqu'un reconnaîtrait Marc Dorcel dans la rue? Ou même en statue? Je pense qu'il faut vraiment être pointu quand même. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, Kikish. On dirait une photo hommage, mais je pouvais mettre que j'avais que celle-là sous la main, donc et j'ai pas eu le temps de sortir un overlay tout seul. Donc un futur deepfake où Antoine annonce que LeBron est... Alors tu m'as donné une super idée. Alors faudrait que j'ai l'outil en question, mais il paraît que les deepfakes sont à la mode maintenant, donc incroyable. Non, il ressemble pas à Big Flo, il ressemble à Antoine Pimel, les gars. Merci Mystics, Flo. Merci Flo pour l'abonnement. L'IA, ça peut marcher. J'ai vu ça, j'ai vu une journaliste qui disait qu'il y avait eu des deepfakes sur elle ces derniers jours et qu'il la montrait nue, qu'on peut faire vraiment n'importe quoi. On dirait un candidat de jeu télé, genre le champion à battre dont tout le monde veut prendre sa place. Ça fait 5 jours qu'il trône, il est trop sur les questions géographie et variété française. C'est magnifique, c'est exactement ça.
Je préfère que vous imaginiez qu'il soit candidat à tout le monde veut prendre sa place plutôt qu'il soit décédé, parce qu'il va bien, il est juste malade, il a un peu de fièvre, donc voilà, on le laisse se reposer tout simplement. J'ai cru que Pimel était une vraie personne. Je vous l'ai dit les gars, c'est une vraie personne, il est bien réel. On attend toujours ta vidéo à la télé, mais je le ferai sur un concours, un truc comme ça, genre je vais pas vous dévoiler mon plus gros dossier comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose en jeu quand même les gars, il faut... Je sais pas quoi, j'y réfléchirai, mais c'est pas si dossier que ça en vrai. C'est juste que j'avais 18 ans, donc pas du tout la même tête, et qu'on me voit passer une question de gagner beaucoup d'argent. Mais ça, à part ça, ça va. Une journée en enfer, voilà, c'est ça. Antoine, il vit un peu après la saison en enfer, il vit la journée en enfer. L'IA serait sans doute plus respectueuse envers les sports mineurs. C'est pas faux. Antoine, il a beaucoup de respect pour certains sports et il y en a d'autres dont il est moins fan, c'est tout. Ouais, je pense que c'est ça, Flo. Je pense que c'est les Masters de badminton. Antoine a été créé par Ben Matrix Moubesh. C'est un secret bien gardé, mais oui. Après, est-ce que Ben Matrix Moubesh lui-même n'a pas été créé par une IA? C'est possible. Je tiens à le dire, je suis le seul de la rédaction à avoir vu Benjamin Moubesh en vrai. On a même mangé ensemble. Donc... je peux vous dire aussi qu'il est réel. Pour les autres, que vous n'avez pas encore vu, c'est moins sûr. J'ai le Covid, les gars, Pimel fait un effort. Ah, les gars, les pauvres, il est dans le dur. Vous l'avez peut-être vu ce matin, il était un peu pâle dans le CQFR si vous avez regardé. Salut Fripouille. Il n'était pas prêt pour le climat allemand. Il l'a bien supporté, hein, et dans un premier temps, les moins 15 avec la neige et tout, ça allait, et là, petit coup de froid. Ça arrive au meilleur. À un moment, ça m'arrivera aussi pendant l'année, hein, vous savez, je laisserai ma place sur une late session ou un CQFR parce que je serai malade, c'est le lot de tout le monde. Est-ce que quelqu'un a pécho grâce au MOOC cette semaine? Bonne question. Est-ce que vous avez tenté la technique de notre ami qui a réussi son date grâce à ça? Franchement, c'est quand même la meilleure histoire de tous les temps, ça. Salut Supremo Kage. Antoine, son rêve, c'est les championnats du monde de tennis de table en Australie. Ouais, je sais pas pourquoi il a peur de l'Australie avec les bestioles et tout. Moi, je kifferais. Je suis pas fan des serpents et des trucs comme ça, mais il y a plein d'autres trucs. Viens au Québec en février pour rigoler, j'imagine, ouais. Mais moi, ça me dérange pas le froid. J'ai vécu un an à New York et tu peux passer vite de température positive à du moins 10, moins 15 aussi. Donc, puis surtout, les gens s'arrêtent pas de vivre, donc c'est ça aussi qui joue. Donc c'est beaucoup plus supportable quand tout est en action. Est-ce que je suis vacciné, 4e dose en vue? Je suis vacciné, ouais, mais je sais plus où on en était. C'était 3, non? 3 la dernière fois, il y a 6000 ans, là. Mais, enfin, si tu parles bien du Covid, hein. Pour le reste, non. Faut que j'emmène le MOOC au taf? Ben oui, non, mais il faut toujours emmener. Faut emmener des MOOC partout, les gars. Faut faire la promotion partout où vous pouvez. Ce soir, tu peux parler des Blazers, Flo, sans lui briser le cœur, mais je pense qu'il en a un stade où il se demande s'il aimait vraiment les Blazers ou est-ce qu'il aimait vraiment plus Damian Lillard, tu vois. Après, il aimait les Blazers avant Lillard, mais là, je crois que c'est la période un peu trop rude pour lui. Il va faire comme moi et faire semblant de ne plus être fan du Magic pendant quelques années jusqu'à ce que ça se passe bien. Et après, il ressortira les maillots, je pense. Shai, c'est possible de faire un podcast spécial débutant NBA, règles, moments iconiques, etc. Parce que j'ai toujours cru au silent trade. Ah, ça, c'était merveilleux. Mais c'est mignon, c'était sympa. Silent trade. Et ben, un podcast débutant, alors faudrait voir quelle forme ça pourrait prendre parce que on a un profil un peu. Alors ça fait très pompeux de dire ça, mais un peu puriste. On est moins forcément dans la pédagogie, tout ça, mais ça peut carrément s'envisager. Il faudra qu'on en reparle. Ouais. On en parle de la victoire de l'Asvel face au Fenerbahçe. Magnifique victoire, j'ai vu la fin du match. C'est incroyable. Le Fener et Mamesman qui n'avaient pas perdu depuis 53 matchs et la L'Asvel chez les filles qui gagne 89 à 80, quelque chose comme ça. Super énorme perf. Je ne sais pas quel équivalent on pourrait trouver, mais c'est quand même c'est très très fort. Obama me fait kiffer, bah ouais, forcément. J'étais au Vélodrome la semaine dernière, celle d'avant. Je suis perdu dans les dates. Le match contre l'Ajax, il met un ciseau et j'étais à 5 mètres derrière le but. Et là, il met des doublés contre l'Orient. Écoute, très content d'Obama.
La rumeur de trade, Evan Fournier, Emmanuel Quickley, est-ce qu'on y croit? J'ai toujours eu dans l'idée que Thibodeau aurait du mal à trader 2 joueurs dans l'effectif. C'est pas lui qui prend les décisions, mais il a quand même une influence. J'ai toujours considéré qu'il aurait du mal à trader Quentin Grimes, qui est quand même son gars, et Quickley, qui est quand même un joueur très très Thibodeau compatible. Donc ce serait étonnant. Après, pour récupérer quelque chose de fort, peut-être. Tout dépend de la cote de Quickley aussi. Je sais pas. De toute façon, ça va s'accélérer. Hein. Ça va s'accélérer. Les rumeurs de trade, tout ça. Sujet du jour, Monty Williams ou Pop pour le coach of the year. Ce sera pas Pop, ce sera aucun des deux, hein, évidemment. Les deux anciens, surtout Pop, pour l'ancienneté, sont un peu dans le dur. Mais et à la limite, je comprends presque plus ce que fait Pop que ce que fait Monty Williams. Qui m'a l'air d'être le gars qui passe trop vite d'une situation de contender à une équipe qui n'a pas du tout les mêmes moyens et dont on attend aussi... dont on n'attend pas la même chose, on attend du développement, et Monty Williams, c'est ce qu'il est encore dans une phase où il a envie et où il sait faire du développement. Je sais pas. T'es le genre de fan qui va derrière la butte? Non, ça faisait 10 ans que j'étais pas allé au stade, 8 ou 9 ans que j'étais pas allé au stade, et les places que j'ai eues, c'était dans le virage assez bas, donc j'ai très bien vu le ciseau, mais non, je vais plus si souvent au stade. Salut Eniobus. Yes sir, je sais pas si Théo est là, mais j'ai jamais eu réponse pour ma candidature en alternance. Écoute, si Théo est là, il te le dira, mais non, peut-être, si t'as pas eu de réponse, on essaiera quand même de... J'irai regarder si tu veux dans les mails pour voir ce qu'il en était, mais les alternances, c'est toujours compliqué pour nous. On prend parfois en stage longue durée, de temps en temps, on a déjà eu des alternances, mais c'est pas le plus simple. On fonctionne pas forcément sur ce modèle-là, mais c'est possible, je regarderai si tu veux. C'est qu'en foot tennis, il n'y a pas vraiment de podcast qui analyse le jeu actualité aussi fréquemment, en tout cas à ma connaissance. En foot, si, quand même, je pense. Toutes les semaines. Enfin, non, sauf si tu parles des podcasts en général qu'on fait, mais au quotidien, je sais pas. Après, il n'y a pas des matchs tous les jours au foot. Enfin, pas des matchs qui intéressent le grand public tous les jours, donc c'est peut-être ça aussi, mais voilà, on essaye d'être régulier. Monty, il est juste venu le prendre le pognon. J'ai très peur que ce soit en partie vrai, Kikish, parce que visiblement, il était pas chaud au départ, ce qui peut se comprendre. Hein. Tu finis une aventure où tu es en finale, tu as des gros moyens, grosses ambitions. Et tu récupères les Pistons, reconstruction, c'est difficile. 15 décembre, LA peut trade Russell et Hachimura, ils peuvent récupérer une belle pièce. C'est ce qu'on disait dans le podcast de lundi, si vous voulez le réécouter. On a parlé en profondeur des Lakers et effectivement, on pense qu'ils vont peut-être bouger, ouais. Le stagiaire est l'avenir de l'entreprise avec le bénévole, ouais. Au foot, il y a le Winamax FC, ouais, je regarde aussi parfois. Je savais pas que c'était 7 jours sur 7, mais ouais, c'est cool, c'est intéressant. Tu peux redonner le mail pour le CQFR du samedi, s'il te plaît. Alors, c'est toujours Antoine qui le donne, vous l'avez remarqué, parce qu'Antoine a une bonne mémoire et pas moi. Je vais vous le redire tout de suite, même si je pense que parmi vous, il y a des gens talentueux qui l'ont sous la main. cqfr.reverse@gmail.com pour les questions. Merci le Shrug, tu es magnifique. En attendant, Antoine, alors, Fortons Mentis, je suis désolé, t'as pas dû arriver tout de suite, mais Antoine est malade. Il sera pas avec nous ce soir, on l'espère qu'il sera demain matin dans le CQFR, mais cette semaine il sera pas là, malheureusement. C'est pour ça que j'ai mis sa photo beau gosse en hommage, pour faire comme s'il était avec nous. Donc en fin de podcast, je le ferai dire des dingueries sur les sports alternatifs, comme il dit. Mais non, il est pas là cette semaine. Mais en attendant, du coup, quel sera le choix d'Indiana d'après toi? Waouh, ça c'est... Le truc, c'est que le choix d'Indiana, ce sera Caitlin Clark, hein, si vous avez... Voilà, comme le dit Flo, je pense que ce sera Caitlin Clark, parce que c'est la joueuse la plus bankable en termes de marketing, de jeux spectaculaires. Si vous avez jamais vu jouer cette fille, qui est pour l'instant toujours à la fac d'Iowa, c'est un phénomène. Elle shoot de n'importe où, on n'a jamais vu ça. Après, je pense pas que c'est la joueuse qui a le plus haut plafond de cette classe de draft. Je vous invite à aller voir Cameron Brink, qui est personnellement ma préférée dans son registre. Liée à la famille Curry, une intérieure qui fait absolument tout sur le terrain et qui est incroyable. Paige Bakers évidemment aussi, mais qui a un peu moins joué ces dernières années à cause de blessures, mais c'est une draft qui va compter, donc si vous n'êtes pas encore sur la WNBA, je pense que c'est le bon moment. Il y aura peut-être des Françaises aussi dans cette cuvée, Leila Lacan et Carla Leite notamment. Ça fait un peu photo hommage, une soirée en mémoire d'Antoine Pimel. Ça me rappelle, je sais pas si vous l'avez vu ce truc-là, c'était dans un des Burger Quiz il y a quelques années avec l'hommage à Gérard Darmon comme s'il était mort. C'était incroyable.
C'était exceptionnel. Et je vous invite à le regarder aussi. Salut Duncan 5021. Bonisseur de la batte. Fournier aux Wolves, le fit serait bon. Un vet shooter en sortie de banc, c'est le seul truc qui leur manque. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais quand on parlait d'Evan Fournier dans les questions de ce week-end, justement, je disais que moi j'étais même pas aussi exigeant sur la situation. Je pense qu'il a vraiment juste besoin de jouer, même si c'est dans une équipe médiocre. Ça me paraît important juste qu'il joue, parce que si l'échéance la plus importante pour lui, de sa carrière, tout ce que tu veux, c'est les JO, il peut pas arriver aux JO en ayant juste fait un camp d'entraînement. Il y aura trop d'attentes, trop de pression. Donc les Wolves ou ailleurs, alors les Wolves ce serait bien mieux que d'autres situations, je suis d'accord. Hein. Et c'est compliqué avec son contrat, comme tu le dis, Die Hard Youth. Mais après, un contrat finissant, ça reste plutôt un bon truc. Tu t'engages pas sur le long terme. C'est pas. Mais les Wolves, ce serait bien, je pense, ouais. Et Ace aux Spurs, oui, aussi, pourquoi pas. C'est pareil, j'ai juste envie de le voir dans un autre contexte aussi. Là, c'est un peu difficile aussi, enfin, pas spécialement pour lui, hein, mais pour les Pistons. Gérard Darmon, déjà 10 ans, voilà, c'était ça. C'était ça l'épisode qui est incroyable. Les impros d'Edouard Baird et tout, c'était juste exceptionnel. Partout il joue Street Greg, c'est ça. Moi, Antoine et Théo avaient des idées plus précises d'équipes qui pouvaient mieux lui convenir. Mais pour moi, c'est vraiment juste là où il peut avoir ne serait-ce que 15-20 minutes. Contender, c'est mieux. Évidemment, on a envie de le voir jouer des gros matchs. Et lui, forcément qu'il a envie de jouer des gros matchs. Il a plus 20 ans. Mais je pense juste la jouer un minimum compétitif et qu'il arrive au JO requinqué au niveau du moral et pas en manque de temps de jeu comme l'année dernière, comme au mondial où alors ça allait, hein, il score, de toute façon c'est un mec il est tellement fort au scoring, il va scorer n'importe comment, mais dans le reste je pense qu'il a besoin quand même de temps de jeu. Il pourra signer n'importe où au minimum s'il y a le buyout, ouais. Buyout, c'est aussi une situation aussi. C'est une situation à envisager et je lui souhaite aussi. Le buyout, pour le coup, il aurait le choix, il serait courtisé. On pourrait penser à quelque chose, à une opportunité comme Nicolas Batum on a eu quand il avait rejoint les Clippers. Et ça avait été, voilà, le fit avait été parfait. Ils l'ont sorti de la prison dorée de Charlotte où il déprimait, où il pensait arrêter le basket. Donc Evan est un peu dans la même situation, hein, finalement. Donc un buyout et une signature dans une bonne équipe, c'est vraiment le mieux qu'on peut lui souhaiter. Zion a croqué du loup hier, c'est cool de voir les Pels comme ça, trop rare. C'est rare, ils sont irréguliers parce que ils ont eu plein de blessés depuis le début de la saison, parce que Zion a des petites périodes où c'est un peu plus compliqué pour lui physiquement, Ingram aussi. Et quand il est comme ça, Zion, pareil, on en parlait dans le CQFR de ce matin, moi je l'ai trouvé incroyable. Alors je me suis peut-être enflammé en disant voilà, c'est ça, c'était ce qu'on voulait voir tout le temps et c'est peut-être pas possible. Et je disais même qu'il avait balayé les doutes avec toutes les critiques qu'il avait subies de la part de Shaq, de Charles Barkley, de Stephen A. Smith, qui allait prendre des sources chez les restaurateurs de New Orleans en disant que tous les chefs se bousculaient pour le recevoir à sa table, tellement il mangeait, tellement il dépensait d'argent dans la nourriture. Je trouvais que c'était pas hyper fair play. Et il a montré que même sur son hypothétique surpoids, qui à mon avis est plus qu'hypothétique, parce que bon, l'impression visuelle est quand même... on le voit, il a une fluidité athlétique, une puissance et des moves qui sont incroyables. Enfin, contre une bonne équipe en plus, c'était fort. Et je rêve de le voir comme ça tout le temps. J'ai bien aimé ses déclats d'après-match d'ailleurs, où il disait non, mais les critiques, moi, si c'est positif, si c'est pour que... C'est des gens qui veulent que je devienne meilleur. Ça me va. Donc, je pense par exemple que Barkley, il a envie de ça. Quand il lui dit, moi, Moses Malone me disait, t'es gros, t'es paresseux, tu vas pas durer si tu fais pas un régime. Je pense c'est violent, mais je pense qu'il lui veut du bien. Les autres, Stephen A. Smith, non, il lui veut pas du bien. Stephen A. Smith, il veut faire de l'audience, il veut que le clip où il dit, où il fait sa tirade sur les restaurateurs soit relayé partout. C'est probablement ça. Je me demande quelle préparation et ou force mentale juste pour être poli avec ses collègues dans ce genre de situation. Perso, ça fait longtemps que j'aurais gueulé face à tous les micros new-yorkais, et il y en a. Face à tous les micros new-yorkais. Attends, j'ai raté un truc, tu parles de Zion ? Non, Evan. C'est ça, je pense. Tu parles d'Evan. Evan, il a quand même... À qui il avait donné une interview assez longue où c'était avant l'été, avant la Coupe du Monde, peut-être à l'équipe. Il se plaignait pas mal quand même de sa situation. Hein. Il disait que c'était abusé. Donc, sur Evan.
Bah, il n'y a pas de préparation à avoir. Je pense qu'en interne, il est soutenu, il s'entend bien avec les mecs, mais il n'y a pas de dialogue ou très peu avec Thibodeau. Je pense, hein. Ça, c'est avant tout personnel, je pense, parce qu'on peut pas dire Evan Fournier n'apporterait strictement rien à cette équipe. Je pense que c'est faux. Mais par contre, il l'a dans le pif pour une raison que j'ignore. Et c'est ça qui est difficile. Mystique, Flo, ouais, tu discutes un peu de la draft. Ouais, Janelle Salin, ouais, qui est un des gros talents aussi, mais qui s'était pas présenté, je crois, mais elle peut quand même aller à la draft. Ouais. Ce qui est vraiment inquiétant avec Zion, c'est sa nonchalance. Bah, il l'a dit lui-même, hein, il a dit j'ai pas fait d'effort, j'ai pas été assez bah, énergique, je sais plus les termes. Le terme anglais est bizarre, le terme en anglais c'est lackadaisical, c'est nonchalant un peu, c'est ça. Il l'a reconnu lui-même et je sais pas si c'est lié à un truc mental, genre ah, j'ai pas la fougue là aujourd'hui, ou alors est-ce que c'est physique et il a pas pu ce jour-là précisément donner tout ce qu'il pouvait. C'est ça qui est difficile. Je sais pas si c'est, j'arrive pas. Je pense qu'il y a un problème, il y a un souci qui est lié à, qui est un peu dans le mental et on en a parlé déjà ici hein, sur le côté hygiène alimentaire, etc. Il a dit que c'était très difficile pour lui. Mais je pense pas que ce soit un mec qui n'aime pas le basket ou qui n'aime pas faire d'efforts. Il va réussir à le faire. Ça reste un type jeune qui a eu beaucoup d'attentes autour de lui, qui aime pas l'attention particulièrement. Donc on attend. Ouais, Maestro, oui, Evan est pro pour l'instant. Enfin, il va rester pro jusqu'au bout. Il est juste dans l'équipe, mais où il a dit que c'était très très décevant et qu'il comprenait pas, mais il n'a pas attaqué l'humain directement. Antoine Pimel, basketteur besogneux, journaliste émérite, tu nous fais son éloge funèbre. Le ping-pong est-il vraiment un sport? Comment peut-on vivre raisonnablement en Australie? Antoine nous manquera, nous penserons toujours à lui quand nous raterons nos shoots ou en jouant au badminton. Adieu l'artiste. C'est magnifique. Je pense qu'on va la garder pour ça, la vraie éloge funèbre dans longtemps, le plus tard possible, mais c'est très beau. Quand il est focus et agressif, Zion, quel bestiau, ouais. Incroyable. Là, contre les Wolves, enfin, il avait quand même Rudy Gobert en face, et pas que Rudy Gobert, hein. Il y avait du monde et il leur a roulé dessus. On n'a jamais vu Zion en playoff, c'est une vraie question, j'ai un doute. Non, il était absent quand ils sont. Il était absent, je crois. À vérifier, ou alors de toute façon, ils n'ont pas passé un tour avec lui, mais. Je crois qu'il a fait la bulle et le play-in max. Eh bien, je vais regarder tout de suite en direct. Il a fait une saison où il est All-Star. Il y a une saison où les Pelicans vont en playoff sans lui. Mais est-ce que lui les a fait? Je ne sais plus. Il a quand même tellement manqué de matchs que ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait pas fait. Le temps que je cherche, vous avez sans doute déjà la réponse à la maison, comme dirait Julien Lepers. Il a jamais joué les playoffs, j'ai l'impression. Hein. Seasons. Ouais, il a jamais joué les playoffs, Zion. Il a jamais joué les playoffs. Je l'ai vu à Charlotte, il me semble, pour Cody Martin. Alors là, Caleb, on voit, hein, mais Cody, j'avoue que je sais pas. Si tu devais revenir sur tes pronostics Contender Outsiders, tu changerais quoi? Je change pas mon vainqueur, c'est-à-dire que je change pas Denver. Je pense que ils ont encore largement le temps d'être à leur niveau optimal et c'est déjà pas mal. Contender, est-ce qu'il y a j'avais pas vu les Wolves en Contender, donc forcément, non, c'est pas des, je les vois pas comme des contenders. Je les vois comme des prétendants possibles à une surprise jusqu'en finale de conférence, mais Contender peut-être pas. Qui je peux revoir à la hausse à l'Est, Boston, Milwaukee. Philadelphie, je pense que je les vois un peu mieux que ce que j'imaginais en début de saison. Et à l'Ouest, je revois un tout petit peu à la hausse les Clippers, mais je suis pas sûr avec la bonne série des derniers matchs. Mais sinon c'est tout, je pense. Phoenix, je sais toujours pas quoi en penser, par exemple. Je sais toujours pas comment ils vont fonctionner les trois ensemble. Mais voilà ce que j'ai pour l'instant en tête. Oui, les Grizzlies, follow. Forcément, je revois ma copie sur les Grizzlies, mais on va voir avec leur tour de Ja Morant. Ils vont peut-être se mettre à gagner des matchs et arracher le play-in, qui sait. Et je vous rappelle qu'une équipe de play-in est allée en finale NBA l'année dernière, le Miami Heat. Je dis pas que les Grizzlies vont aller en finale. Hein. C'est juste que j'essaye de me raccrocher difficilement au train. Un des deux gagnera, oui, c'est entre les Pistons et les Spurs, ouais. Oui, si les séries sont toujours en cours, il y aura fin de série ce jour-là. Zion et ses genoux, ouais. C'est ma dernière nouvelle blessure depuis genre janvier 2003, sans que ce soit trop grave. Aucune info de retour pour un bon joueur. Ah, ouais, pour Martin.
Bizarre son audience au procès déjà, oui. Ouais, j'ai vu ça, mais alors ça a été un peu mal relayé, je trouve. Les gens ont montré des extraits où en gros il dit, enfin où ils ont résumé ça où il dit j'ai agi en légitime défense, mais j'ai frappé le premier. Du coup, il se foutait un peu de sa gueule en disant bah ça veut rien dire ce que tu dis. Ils ont montré les extraits où il a un ballon de basket pour mimer une situation, donc c'est vrai que c'était un peu lunaire. Mais en fait, il explique que la légitime défense, et du coup, il va avoir gain de cause, hein, parce qu'il y a une loi aussi au Tennessee qui te permet de te défendre quand tu es chez toi si tu estimes quelqu'un a un comportement menaçant. Et il estime que le jeune qui l'a frappé était menaçant, il lui avait envoyé le ballon dans la tronche, et il commençait à vouloir en découdre au niveau du langage corporel. Donc, je pense pas qu'il sera inquiété. La juge lui a demandé de lui expliquer comment mettre mute sur Zoom, et aussi lui a dit allez-y monsieur, allez jouer au basketball, en mode voilà. Donc je pense qu'il n'aura pas de problème. Par contre, la scène avec le ballon où il a dû décrire l'espèce de check quand il a rendu le ballon, quand l'autre lui a rendu le ballon, il a dû décrire ça pour montrer que ça pouvait être, de quel geste il parlait. C'était c'était un peu space, ouais. T'as demandé quoi au Père Noël? Une saison de jazz en bad buzz ou Ben Simmons qui retrouve une condition physique? Oh bah, je leur souhaite pour eux, évidemment, et je souhaite même pour les fans, parce que Ja Morant, c'est quand même un joueur que je trouve, moi, assez excitant à voir jouer. Et Ben Simmons, c'est pas mon poulain, hein. C'est juste que j'avais bon espoir que ça revienne bien pour lui cette saison. Ce qu'il disait en début de saison m'avait plutôt convaincu. Là, il y a à nouveau un problème de dos, donc ouais, je lui souhaite, hein. Je le souhaite pas pour moi spécialement, hein. Moi, pour Noël, je souhaite juste que Orlando continue, discrètement, sans faire de bruit. Et allez ici, Ali, les Grizzlies, que les Grizzlies fassent une remontada pour que je puisse fanfaronner avec Antoine et Théo qui se moquent de moi quotidiennement pour, euh, pour ce pronostic et ce soutien un peu bizarre. Ça ressemblait un peu au flic qui avouait tirer dans le dos d'un mec qui paraissait menaçant dans sa fuite. Ouais, après j'ai lu l'article entier sur l'histoire, et ils se connaissaient bien les deux. C'était chez Ja Morant, hein, il l'a invité, et c'est la première fois que ça se passait mal. Le père de Ja a témoigné, et Ja à la fin a quand même avoué qu'il aurait pu, voire même dû réagir différemment à ce qu'il a pris pour une agression, et qu'il y avait moyen de le repousser et de le virer de chez lui, ce qui a été fait qu'une fois que le garçon s'est pris deux patates dans les dents, l'une par Ja Morant et l'autre par son ami, dont le nom m'échappe, Devonte Pack. Voilà. Donc effectivement, ça ne témoigne pas d'une très grande intelligence, mais bon, je sais pas si au début, c'était un peu décrit comme le lynchage d'un adolescent. Bon, je pense qu'on n'est pas là-dedans non plus. Ça ressemblait un peu au flic. Ouais, ça, je l'ai lu. S'il n'a pas compris, c'est vraiment un Anbaté. Là, oui, bah là, s'il y a de nouveau des incidents, des vidéos où il traîne avec un flingue, bon, je pense que là, en plus, il a déjà fait des excuses on a compris que c'était du pipeau, hein. On a bien vu, parce qu'après, on l'a revu avec. Je pense que cette fois, il va quand même. Enfin, j'ose pas imaginer ça. C'est un des joueurs sur lequel tu peux. Enfin, avec les retraites qui vont arriver, LeBron, Curry, tout ça, il faut des joueurs qui prennent la relève, des Américains. Et Ja Morant, il était censé incarner un peu tout ça. C'est pas le même. Je dis pas que c'est le même talent et le même potentiel, mais les Américains vont avoir besoin de joueurs qui prennent la relève, hein. Curry, LeBron, KD, on est quoi, 2023, dans 4 ans, est-ce qu'il y aura seulement encore un de ces trois-là en même temps? Je sais pas. Donc il faut qu'il y ait des joueurs, et les Américains vont aussi vouloir qu'il y ait des joueurs américains qui. Et je dis les Américains, je pense aussi, je pense aux marques, les équipementiers, les médias, ils veulent des Américains aussi à couvrir, à mettre en valeur. Là, la ligue, elle est tellement internationale que. Enfin, tous les meilleurs joueurs, il y a tellement peu d'Américains maintenant que. Et Ja Morant, c'est un de ces joueurs-là. Moi, en tout cas, je le prenais comme un joueur qui allait être emblématique d'une franchise, qui allait l'emmener tous les ans au moins au premier tour des playoffs. Donc, c'est important aussi pour la NBA, je pense, que Ja Morant arrête ses conneries. Dans 4 ans, LeBron est en 27-7-7. Écoute, je dis même pas ça en rigolant. Dans 4 ans, il aura 43 ans. Alors 27-7-7, c'est quand même chaud, hein. Mais je pense qu'il est capable, s'il a toujours envie de jouer, et je pense qu'il aura encore envie de jouer, il a envie de battre des records de longévité, je pense qu'il sera encore en NBA, en fait. Il a déjà parlé du modèle Tom Brady. Alors le foot américain est un
sport avec une exigence physique différente au niveau endurance, conditions et tout. C'est pas le même sport. Alors je dis pas que c'est facile, hein, mais il n'y a pas 82 matchs. Euh, je pense qu'il va avoir envie de marquer le coup et de jouer le plus longtemps possible, si possible avec l'un ou les deux de ses fils. Et ça implique quand même de jouer bien au-delà de la quarantaine. Et vu comment il est aujourd'hui, franchement, regardez ok, défensivement, c'est plus du tout ce que c'était. Il économise son énergie. Mais en attaque, enfin, il est encore athlétiquement, ça n'a aucun sens. Enfin, pour avoir vu plein de vieux joueurs, des quadras, des très forts quadras, hein, jouer tard. Enfin là, on est sur il est toujours dans les meilleurs joueurs de la ligue, et dans les joueurs les plus athlétiques et explosifs, tout ce que vous voulez. Enfin, je le vois jamais grimacer après un saut, après être retombé. Ces dernières années, il s'est blessé un peu plus, mais ça a aucun sens. Je dis pas que qu'il peut encore forcément te faire gagner le titre, mais j'en doute pas non plus. Alors, Nowitzki au même âge, ouais, bon, voilà. Oui, Nowitzki peine à courir depuis quelques années déjà, c'est sûr. Et il n'y a pas que lui, hein. Et les joueurs ont dû se réinventer avec l'âge. LeBron, il s'est pas tant que ça réinventé quand vous regardez, hein. Il a ajouté des cordes à son arc, il shoot un peu plus qu'avant. Il y a eu des saisons où il jouait plus comme un point guard, mais tu vois, c'est pas Vince Carter qui est devenu un shooter exclusif enfin, il s'est pas réinventé totalement, quoi. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est totalement dingue. Et j'ai pas vu jouer LeBron récemment de près parce que les voir en salle, c'est toujours aussi révélateur, je trouve. T'as des types qui sont beaucoup plus impressionnants en vrai qu'à la télé. LeBron, bah, il est hyper impressionnant. Enfin, il y a 10 ans, il était incroyable. Enfin, je l'ai vu forcément sur des matchs et c'est fou. J'aimerais bien le voir maintenant, voir l'image qu'il dégage. LeBron a suffisamment de thunes pour se cloner lui-même. Il regarde ses pairs depuis son canapé, full cellule souche, le mec hashtag théorie du complot. Ça, une question pour le CQFR de samedi. Si une question n'est pas prise une semaine, il faut la renvoyer, vous les stockez pour une autre fois. Alors c'est Théo qui les stocke. C'est Théo qui les stocke. Nous, on ne les regarde pas pour qu'il y ait un peu de spontanéité dans nos réponses. Mais tu peux... Si tu as peur que ça passe à là, c'est que tu te la poses vraiment et je pense que tu peux renvoyer un mail. Ça remontera plus facilement aux yeux de Théo, mais je crois qu'il en garde parfois pour ça d'une semaine à l'autre. Il me semble que dans l'épisode auquel j'ai participé samedi, il y a une des questions qui datait déjà de la semaine précédente. Donc, mais n'hésite pas, si c'est vraiment une question importante pour toi, tu la poses. Et sinon, tu peux la poser là, hein. N'hésite pas. LeBron doit moins jouer et être un sidekick, mais en ce moment, avec Anthony, irrégularité Davis, c'est pas possible. J'arrive toujours pas à savoir, moi, si cette volonté de lâcher du lest, elle est réelle, ou si c'est lié au fait que ce soit Anthony Davis et qu'on sait qu'il est pas fiable physiquement et tout ça. Je me demande. Mais quand il est en forme, Davis, il est invraisemblable aussi. Incroyable. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné IRL, Shai, hormis Antoine Pimel Jr. J'ai jamais vu Antoine jouer au basket. J'ai vu des vidéos d'Antoine jouer au basket, enfin faire des shoots notamment, mais je l'ai jamais vu jouer au basket. J'ai vu jouer au foot en vrai, mais pas au basket. Le joueur qui m'a le plus impressionné en vrai. Alors, il y a sur le terrain et en dehors du terrain, parce qu'à l'époque, on avait le droit vraiment d'entrer dans le vestiaire pendant que les mecs ils se changeaient limite et tout. Au niveau du physique, LeBron, incontestablement. Enfin, il était taillé dans la pierre, quoi. Il enlevait son t-shirt. C'est vraiment la phase où il avait séché fort et où. Enfin, ouais, il a l'air pas réaliste, quoi. On a dit pas le physique. Ouais. Bon, sur le terrain, il est impressionnant, mais c'est pas celui qui est le plus impressionnant, je trouve. J'essaie de réfléchir. Bon, Yanis, c'est un peu improbable aussi. En deux pas, il va au panier. C'était fou. Et je dis ça, c'était il y a 8-9 ans. Et je l'ai revu au Paris Game. Donc c'est pareil, en deux pas, il est au panier. Ça n'a aucun sens. Et sinon, je dirais sur sur le côté extraterrestre physique, où tu te dis qu'est-ce que je viens de voir. Et pourtant, c'est un joueur que j'aime pas spécialement, enfin dont je suis pas spécialement fan, mais que je respecte beaucoup. Russell Westbrook. Westbrook, les premiers pas, c'était assez dingue. Quand il était dans sa période vraiment explosive, c'était fou. Curry, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas les matchs. Curry, il y a un match donc où j'étais au Garden, où j'avais vu, c'était Warriors Knicks.
Knicks Warriors, et quand tu arrives un peu tôt en média, tu pouvais te mettre au bord du terrain et regarder les échauffements, les routines de shoot. Et j'ai pu voir une routine de shoot de Curry, il n'y avait personne autour en plus, donc j'étais vraiment comme si j'étais dans mon canapé. Je l'ai vu faire tout son échauffement, toute sa routine de tir, avec ses tirs de super loin. C'est les 5 minutes où il va tirer d'une main des petits shoots comme ça, d'un peu partout. Et il y a absolument tout qui rentre, en fait. C'est complètement dément. Donc ça c'est surréaliste et c'est impressionnant, et pourtant c'est qu'un échauffement. Mais sinon, ils sont tous impressionnants. Mais voilà, je pense que c'est quand même ceux-là que je citerai. J'ai vu un John Wall Wizards versus OKC Westbrook. C'était deux monstres très différents, le tank Westbrook et le guépard John Wall. John Wall en vitesse, vitesse d'exécution, vitesse de course, très très impressionnant. Et après, sinon j'ai vu un match de Melo à une 50aine de points où il ratait rien, où t'as l'impression qu'il allait aussi vite que vous et moi, mais que tout rentrait, quoi. J'ai vu jouer Wemby et Bilal au Palais des Sports de Pau à 19 ans, ils étaient très impressionnants. J'ai vu jouer Wembanyama, mais il était avec Lasvel, si je dis pas de bêtises, il n'avait pas joué beaucoup, donc c'était plus improbable que impressionnant physiquement. C'est-à-dire que tu vois ce grand gars aux dimensions, au corps très fin, et donc beaucoup plus fin qu'aujourd'hui. C'est fou, c'est absurde. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir comment il est. Benjamin nous en parle souvent, qu'il suit tout le temps. Il était à Houston, Benjamin, hier d'ailleurs. Il était en train de rentrer, là, c'est pour ça que je lui avais proposé de venir, mais il vient de passer sur la Light Session, mais il vient vraiment juste de rentrer, donc compliqué. Mais on le réinvitera évidemment, parce qu'il y a toujours plein d'histoires à raconter. Alors, nous, on les a en off, mais c'est toujours marrant. Les fameuses fois où il se fait aborder par le staff des Spurs à l'urinoir pour lui parler des articles qu'il a écrits ou de ce qu'il a dit. C'est assez magique. D'ailleurs, il y a un Wembanyama en Espagne qui fait le buzz 2m08 à 12 ans. Oui, j'ai vu ça. C'est un gamin du Burkina, je crois. Mais c'est-à-dire que ce qui est curieux, je parle pas du tout de présumé, de faux papiers, de machin, j'en sais rien. Le pauvre garçon, il est peut-être né en Espagne. Il a aucun souci de licence, tout ça. Mais physiquement, il fait moins son âge que par exemple Wembanyama au même âge. C'est très bizarre, on dirait vraiment un adulte. Mais avec un âge 12 ans. Je crois qu'il est surclassé en U15, il a gagné un tournoi. Son nom m'échappe, je voudrais pas dire de bêtises. Il s'appelle Mohamed quelque chose, avec un D d'abonné peut-être, un truc comme ça. Mais il joue au Barça, donc je pense pas que ce soit un peintre. Hein. Il y a quelque chose, sinon il l'aurait pas pris. Mais faut surveiller. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux de scouts, d'équipes qui vont chercher maintenant des profils Wembanyama. Alors c'est moins facile que d'autres profils, hein. Un type gigantesque qui est capable de faire ce que fait Victor et ce qu'il a su faire très tôt, ça court pas les rues, je pense. Hein. Ouais, voilà, il est carré, ça, il est très carré, même le visage. Victor avait plutôt le corps d'un... Ouais, au-delà de la taille évidemment, mais il avait le corps de Calais avec son âge. Les toilettes, c'est la zone à San Antonio. Tu penses quoi des Clippers qui gagnent difficilement contre Portland et prennent plein de points, et pareil les Bucks en overtime contre Chicago? Les Clippers, ça va un peu mieux quand même. Ça va quand même un peu mieux, on a été hyper alarmistes dans tous nos podcasts, à juste titre je pense, hein, parce que ça marchait pas. Bon, après ils ont changé le 5 avec Harden qui est dedans, Westbrook qui sort du banc. Pour moi en fait cette équipe elle est aussi forte que ce que sera Kawhi en fait. Si c'est le Kawhi des Raptors, si c'est le Kawhi qui a 80% même juste de ce qu'il était aux Raptors, il y a des chances. Il y a des chances quand même. Ah, pub. Je sais pas comment maîtriser les pubs. Je vais attendre que ça passe si vous voulez les gars pour que vous ne perdiez pas une miette de ce que je m'apprête à raconter, qui n'est pas forcément ultra intéressant, hein, mais si la pub est terminée, admettons que la pub soit terminée. Pour reprendre ce que je disais, pour moi, la Kawhi sur les derniers matchs, il est injouable, il est beaucoup trop fort. Et quand les autres se mettent au diapason et qu'il y a une hiérarchie assez claire dans le jeu avec Kawhi en numéro 1, j'ai l'impression que c'est quand même leur meilleure version. Est-ce qu'ils vont le faire après? Je sais pas. Ce qui m'inquiète défensivement, oui. Je suis pas très rassuré défensivement par ce qu'ils montent, même si tu as deux de tes joueurs majeurs qui sont des très bons défenseurs, Kawhi et Paul George. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir par exemple PJ Tucker, alors ok, il a 40 piges ou pas loin, mais qui a quand même une présence dans le vestiaire, qui a de l'expérience, qui a gagné un titre. Le voir quasiment sur le départ, pas du tout utilisé, je sais pas. Ça manque de vétérans vocaux, si vous voyez ce que je veux dire, de mecs qui parlent
Donc, et les Bucks, oui, toujours pas rassurés par leur défense, mais ils ont le temps. Ils ont encore du temps pour trouver une formule. Ils ont changé de coach. Ils sont passés d'un coach qui avait des idées défensives très claires à un coach qui arrivait qui a voulu remodeler la défense. D'ailleurs, ils en ont parlé. Adrian Griffin a tenté des choses, ça marchait pas du tout. Ils lui ont demandé, Giannis et les autres lui ont demandé de revenir au schéma de l'an dernier. Ça marche un peu mieux. C'est toujours pas foufou. Bah forcément, tu passes de Jrue Holiday à Damian Lillard, tu y perds en défense quand même. Ce que tu gagnes en attaque, et pour l'instant ils y gagnent doucement parce que Lillard a une adresse un peu chancelante, on va dire. C'est normal que défensivement ce soit un peu la passoire, mais il faut ils ont quelques mois pour rectifier ça, pour peut-être trouver des joueurs de complément qui vont aider. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Le costume de Griffin a l'air d'être trop grand, se séparer de lui le plus tôt serait le mieux, sinon on risque de vivre une nouvelle déception en playoff. Ouais, j'ai pas aimé moi le départ de Terry Stotts, c'était pas un bon signe, je sais pas, je dis pas que c'est de la faute de Griffin qui a voulu absolument marquer son territoire, mais Stotts qui arrive, qui est quand même un super coach offensif, qui connaît parfaitement Damian Lillard, je me dis que ça n'aurait pas été de trop quand même, et que si direct il s'embrouille avec un mec comme ça, peut-être qu'il s'est senti menacé, il s'est dit c'est le mec qui va prendre ma place si je foire mon premier job de head coach en NBA. Peut-être que ça s'est pas bien passé, c'est peut-être aussi juste ça, mais je pense quand même que c'est une perte, une vraie perte. En tant que fan un peu refoulé des Rockets, j'ai le droit d'espérer un peu ou bien je dois me protéger et éviter de me faire trop d'espoir. Ça dépend ce que tu espères en fait. Si tu espères le play-in tournament, je pense que tu peux avoir des espoirs raisonnables. Si tu espères quelque chose d'intéressant à moyen terme avec les Rockets, pourquoi pas dès la saison prochaine, je pense que tu peux avoir des espoirs. Si cette année tu t'attends à ce qu'ils fassent, ils créent la surprise en playoff, je pense que ce serait un peu déraisonné. Que penses-tu de Julius Randle? Nul au début, il est excellent depuis un mois. Alors, si tu ne le sais pas, Derek, j'adore Julius Randle. J'adore Julius Randle depuis des années. Je comprends qu'il soit clivant, je comprends qu'il soit extrêmement frustrant. Je ne dis pas que son QI basket est parmi les plus élevés de la ligue, mais c'est un type, je l'ai vu jouer à la fac. J'ai vu des équipes faire des prises à 3 sur lui. Je l'ai vu emmener Kentucky en finale en tant que freshman. Et après en NBA, je l'ai vu se péter le tibia après 1 minute de jeu et revenir après, réussir à lancer sa carrière, être très bon avec les Knicks. Alors 1 saison sur 2, certes. Être très décevant en playoff. Mais ce que j'en pense, c'est que c'est un vrai bon joueur de basket. Est-ce que c'est un joueur de basket qui te fait gagner quand il est numéro 1 ou 2? Franchement, je ne pense pas. Mais il y a un nombre très faible de joueurs qui sont comme ça, donc c'est pas du tout insultant. C'est pas du tout insultant. Il a très mal commencé au niveau de l'adresse et il est excellent, effectivement, depuis un mois, t'as raison. Voilà, oui, le QI basket, c'est ça, c'est ces choses-là. Mais parfois, il y a des moments où sur le terrain, il joue comme le meilleur joueur sur le terrain. Je le trouve impressionnant et c'est pas un All-Star au rabais. Quand il a été All-Star, il le méritait vraiment. Les Knicks ont été bons et c'est. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Voilà. Je sais que c'est un joueur très clivant. Il se fait critiquer à juste titre, mais c'est surtout sur les playoffs, je pense qu'il est critiquable. Une telle chute en playoffs, c'est qu'il y a un souci mental ou de la manière dont il aborde les rencontres. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Quel prospect suivre pour la draft 2024? Alors, je vais vous mettre en lien, justement, on a fait un article, il n'y a pas longtemps, sur les joueurs les plus intrigants de la draft 2024, enfin ceux qu'il fallait suivre et qu'on verrait sans doute probablement, enfin selon nous, dans la loterie. Je vais vous envoyer le lien tout de suite dès que j'arrive à me connecter sur l'autre truc. Le dernier playoff, il joue blessé, ouais, il était diminué, mais bon, il y a des joueurs diminués qui arrivent, qui s'en sortent pas mal. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat, si ça vous intéresse. On a sélectionné 10 joueurs qui, selon nous, sont les prospects les plus excitants. En tout cas, ça ne veut pas dire que ce seront les meilleurs ou que ce seront les draftés plus haut, mais si je dois vous en citer de but en blanc, on a mis deux Français, Alexandre Sarr qui joue à Perth en Australie, excellent, très très prometteur, et Zachary Rizaché qui joue de mieux en mieux avec Bourg, fils pour les anciens de Stéphane Rizaché, ancien très bon international français. Et puis après pour les Américains, moi si je dois donner un ou deux chouchous, moi j'aime bien Carlton Carrington, le meneur de Pittsburgh. J'aime bien. Ce sera un des plus jeunes le soir de la draft, il aura 18 ans toujours. Je le trouve très très intéressant, combo garde.
Qui est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on aime bien? Hmm, je suis un peu intrigué par Nikola Topic, le meneur serbe qui joue au Mega Basket. Parce que je l'ai vu sur des projections très 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 haut, pour ne pas dire first pick. Et ça m'a un peu intrigué. Alors tu vois le flair, la Serbe, la créativité, tout ça. Il fait déjà un paquet de passes décisives par match en Serbie alors qu'il a 18 piges. Donc quand tu regardes les highlights, tu dis oui, c'est fort, c'est bon, tout ça. First pick, ça me paraît haut. En tout cas sur la manière dont sont pris les first pick ces dernières années. Bon, il n'y a pas de Mbanyama cette année, il n'y a pas d'évidence. Mais vous savez, Alexandre Sarr, c'est pas impossible qu'il soit first pick. Hein, ça va dépendre de l'équipe qui a le choix. C'est très très ouvert encore, je pense. Mais voilà, je vous invite à regarder cet article-là. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce qu'il y a des questions que j'ai ratées? Nadir Ifi s'était présenté à la draft ou pas? Nadir Ifi, ouais. C'est ça, il me semble, parce que je l'ai vu faire. Il était en Summer League à un moment, non? Attends. Ou alors non, quand il avait fait un workout. Non, il avait fait un workout pour les Lakers, je crois. Parce que là, il a 21 ans, donc oui, il a dû se présenter. Ouais, non drafté l'année dernière. C'est ça. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un âge minimum pour être drafté? 18 ans, comme 19, c'est jeune. On est plutôt parti pour l'inverse, Corium. Comme à l'époque, ils pensent à autoriser les lycéens bientôt à revenir. C'est ce qui est prévu. Je sais plus en quelle année, mais ils veulent soit, je crois qu'il y avait un biais, c'est-à-dire que soit tu vas direct au lycée, tu vas direct en NBA depuis le lycée, comme l'ont fait à l'époque les LeBron James, Lamar Odom et compagnie, soit tu es obligé de faire au moins 2 ans, ce qui fait que tu arrives plutôt à 20 ans en NBA. Donc on verra comment ils vont adapter ça, les joueurs auront leur mot à dire aussi, mais je crois qu'ils veulent de plus en plus avoir la possibilité de faire lycée NBA. Cette draft me fait penser à celle de 2013, sans aucun top prospect évident. Peut-être se cache un Yanis. C'est pas impossible, mais maintenant on est quand même beaucoup plus vigilant sur les talents internationaux en NBA. Je pense qu'il y a quelques mecs qui se sont fait virer pour être passés à côté des prospects internationaux. Et un Anthony Bennett. Ah, Anthony Bennett, le mystère. Cette draft-là, j'étais à Washington dans un bar, que des fans de Georgetown. Donc ils regardaient parce que il y avait Otto Porter Jr. qui allait être pris. Et il y avait moins Twitter, enfin on était moins sur Twitter à regarder si j'allais spoiler les trucs. Mais je crois que la plupart des gens s'attendaient à ce que ce soit Oladipo ou Ben McLemore en 1. Et quand Bennett a été pris en 1, tout le monde a fait mais c'est qui ce mec? Les gens qui n'avaient pas du tout suivi la saison universitaire avec UNLV, tout ça, bon. On savait qu'il serait pris assez haut parce qu'il avait Enfin, c'est pas un peintre Bennett, c'était un bon prospect, hein. Mais tout le monde n'a jamais vu une sidération. Alors quoi, c'est quoi ce mec? C'est qui? First pick, quoi. C'est ça qui est fou. Après, il aurait fallu, quand tu regardes cette classe de draft-là, avec Oladipo, bon, c'est devenu un bon joueur, mais carrière tronquée par les blessures, donc au final, ça aurait pas beaucoup mieux marché. Et après, il faut commencer à aller gratter un peu plus loin pour trouver des vrais bons joueurs qui auraient justifié le first pick. Cette draft-là, d'ailleurs, il y avait. Donc, c'est celle de Rudy et Giannis, mais. Regardez, par exemple, s'ils avaient fait un choix plus logique et plus attendu. Non, c'est draft 2013. Attends, moi j'étais à la 2014. 2013, c'est ça. Anthony Bennett, Victor Oladipo, bon, qui a été le seul vraiment All-Star dans la loterie. Parce qu'après, t'as Giannis en 15. Après, Otto Porter Jr., que j'aime bien, mais c'est un role-player. Cody Zeller en 4. Alex Len. Nerlens Noel, qui avait une petite hype avec Kentucky, mais qui était blessé, donc qui a été pris que en 6. Ben McLemore, voilà la carrière qu'il a faite. En 8, Kentavious Caldwell-Pope, c'est un role-player, hein, un bon role-player, mais un role-player. Et en 10, après, t'as CJ McCollum, qui est presque le meilleur joueur du haut de tableau. En 10e. Il venait d'une toute petite fac. Hein. Lehigh, c'était vraiment pas coté. C'était déjà une surprise pour les gens qui viennent là. Il était senior déjà. 11, Michael Carter-Williams, qui avait été rookie de l'année. Et après, voilà, carrière aussi en dents de scie. Steven Adams, qui arrivait de Pittsburgh. Kelly Olynyk, Shabazz Mohamed, qui avait truqué sur son âge d'1 an. Et puis voilà, après, faut aller loin. T'as Rudy en 27, Giannis en 15, évidemment, mais c'était pas si simple. Très faible draft, oui, je suis assez d'accord. Très peu de gros noms de joueurs qu'on All-Star, All-NBA. Bon, il y a un double MVP et champion avec Giannis. Il y a un triple, peut-être, je l'espère pour lui, quadruple meilleur défenseur de l'année avec Rudy. Mais sinon, effectivement, c'est faiblard.
Ouais, cette draft. Bennett, il jouait en Israël il n'y a pas si longtemps, mais je suis pas sûr qu'il ait encore un club. Parce que, à ma connaissance, ça s'était pas super bien passé. J'avais regardé un peu dans le championnat israélien, parce qu'il y avait Jalen Horde qui jouait à la Poel Tel Aviv, si je dis pas de bêtises, ou à Poel Jérusalem, j'ai un doute. Donc je suivais un peu les résultats et j'avais vu qu'il y était effectivement l'année dernière à un moment, mais c'est Isaac de Sex Education sur la photo. C'est Isaac, c'est le. Alors j'ai pas vu la dernière saison, mais c'est le l'handicapé qui est en chaise roulante. Si c'est ça, bref. Kawhi, sa draft, c'est pareil, il est 15, je crois. Je sais plus si c'est 12 ou 14, j'ai du mal avec les chiffres, mais il avait été échangé, ouais. C'était les Pacers qui l'avaient drafté. Mais pareil, c'était dur de deviner le mec que ça allait devenir, Kawhi. Il avait pas de shoot. C'est-à-dire que c'est en arrivant à San Antonio, il a bossé comme un fou avec Chip Engelland et c'est devenu un shooter très fiable, mais tu voyais le potentiel défensif, mais de là à te dire ça va devenir Kawhi. Shabazz avait une hype de fou bien avant de finalement chuter la draft, il me semble. Ouais, ouais, il y avait une bonne hype, c'était un bon joueur, c'était un bon prospect. L'histoire de l'âge, elle était arrivée en plus après, je crois, hein, quand il était à Minnesota. Je crois. Il n'y a que 3 All-Stars, ce qui égale la draft 2000 dans les pires. Yanis la sauvera un peu dans la postérité. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a des classes comme ça parfois où c'est très inégal. Tu peux pas. Et des classes où tu t'attends à ce que ce soit un faiblard et au final c'est très bon. Celle avec Anthony Edwards, je la trouve bien, alors que sur le coup, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Après, j'avais pas beaucoup vu jouer Edwards aussi, donc le voir numéro 1 me surprenait un peu. Au final, on voit qu'il justifie quand même plutôt bien ce statut, sa carrière a franchement bien décollé. Ouais. À propos de Rudy, le Hall of Fame est-il possible? Alors, peut-être suis-je partisan, parce que je sais pas, j'ai eu beaucoup d'empathie, je pense, pour Rudy après les galères. Alors je dis pas que c'était l'histoire des micros et tout, oui, ok, bon, c'est sûr que c'était pas le mieux à faire. Il a quand même pris très cher et bon, voilà, c'est un mec qui est un peu, qui a eu du mal à gérer les critiques, surtout quand elles sont injustes. Et c'est que justice, je trouve, qu'il ait réussi à bosser suffisamment bien et à trouver sa place à Minnesota pour faire ce qu'il est en train de faire là, qui est magnifique. Pour moi, c'est évident qu'il est Hall of Famer parce que, faut dire, 3 fois meilleur défenseur de l'année. Alors, il va manquer des finales de conférence et des finales NBA, peut-être. Je lui souhaite pas. J'espère qu'il en jouera, mais je pense que dans le Hall of Fame, en tout cas, la façon dont c'est organisé maintenant, je serais surpris qu'il y soit pas, quoi. Ça me paraîtrait un peu. Vous vous rendez compte, 3 DPI, peut-être 4, c'est que tu as marqué ton époque défensivement et tu as marqué l'histoire défensivement. Dans les multiples DPI, voilà, tu as du Dwight Howard, Ben Wallace, bon. Et Wallace, par exemple, c'est un joueur totalement unidimensionnel, bien plus que Rudy encore. Enfin, donc je pense que. Enfin, pour moi, ça fait aucun doute. Après, on sait pas, les Américains sont pas fans de Rudy, on va pas se mentir. Les médias sont pas fans de lui non plus. Enfin, ils sont toujours estomaqués par le trade que Minnesota a fait. Il a servi de bouc émissaire au moment du Covid, donc. Mais pour moi, il est ouais, first ballot direct, je suis d'accord. Salut Jublitz, un salut du paddle. Un paddle à 23h58, c'est beau. C'est beau. Là, quand tu te feras la rediff, ouais, tu verras que le soldat Pimel est tombé au combat du rhume, de la crève, de la grippe, on ne sait pas encore. Munichoise, la fièvre munichoise, voilà. Mais donc on a mis cette petite photo pour lui montrer qu'on pense à lui. Morose la gueule d'AP. Mais non, il est très bien, là, j'ai dit c'est sa photo, c'est genre une photo LinkedIn où quand tu mets ça sur un CV, quoi. Yawata, oui, c'est bien ce personnage, mais malgré son handicap, c'est un super personnage, je l'adore, et ce mec est vraiment beau gosse. En plus, il n'y avait aucune critique là-dedans, je trouvais juste qu'il y avait une ressemblance. Et ben, toutes mes excuses, mais alors oui, le personnage... Alors, j'ai pas vu la dernière saison, donc ne spoil pas, je sais pas ce qui se passe avec lui. Mais le personnage est très bien, l'acteur est très bien. Hein, mais je me demandais juste, voilà, on sait que les haters aiment bien taquiner Antoine, lui trouvant des ressemblances avec Big Flo ou Oli d'ailleurs. J'y connais tellement rien que... C'est Big Flo? Ouais. Je sais plus. Que du coup, je pensais que tu voulais nous faire une petite taquinerie. Il meurt. Non, mais les gens meurent pas dans cette série, le Shrug. Enfin, j'espère pas. Ils sont dans un lycée. Il n'y a pas trop de trucs, de situations. Enfin, peut-être je verrai. S'il meurt vraiment, par contre, je t'en veux. Hein.
Je te banne du prochain quand j'aurai le temps de la regarder, c'est autre chose. Tant qu'il y a du basket, c'est un peu compliqué. Ah bah merci Yawata. Je lui dirai, ça lui fera plaisir, mais oui, effectivement, c'est pas. C'est très bon perso, ouais. Introduit dans la saison 2 ou 3, je crois, je sais plus. Je ne sais plus. Mais Rudy, même avant le trade, n'était pas apprécié aux States. C'est quoi les raisons? Ouais, il n'était pas apprécié. Il est, enfin, par d'autres joueurs, il est pas. Tu sais, il a l'image un peu paradoxalement, alors qu'il est élu meilleur défenseur. Il le trouve soft un peu. Et je pense qu'il le trouve soft depuis qu'il avait commencé à se plaindre de ne pas être All-Star. Et quand ils l'ont vu pleurer pour sa sélection pour le All-Star Game. Enfin, non, pleurer pour sa non-sélection. Je crois que c'était ça, hein, je sais plus. Et après, ouais, le contrat, t'as raison, Kiki, il y a ça. Je sais pas, il a une image de gars soft, je sais pas pourquoi. C'est un mec réservé, discret, peut-être timide même parfois, je pense, mais il a souffert d'un. Ouais, le trade, plus le coup du Covid, où là ça a décollé. Les mecs, c'est-à-dire même ses propres coéquipiers, Donovan Mitchell, moi je l'ai trouvé très très con pendant l'histoire du Covid. À vouloir le faire passer pour limite le patient zéro, enfin c'est complètement taré, on sait même pas si c'est lui qui l'a transmis aux autres gars, enfin c'était absolument débile. Donc bon, je pense quand même il est quand même respecté par une partie des observateurs, mais je pense qu'il est quand même en dessous de ce qu'il devrait être vu ce qu'il accomplit, vu comment il change le profil d'une équipe et à quel point il est fort défensivement, quoi. Comment ça se passe le rythme pour vous? Je suis toujours épaté que vous sortiez la vidéo du récap de la nuit le matin après une nuit de NBA. Comment ça se passe? Bah, pour te dire comment ça se passe, parfois, alors les trois quarts du temps ça se passe bien parce qu'on est quand même, nos corps sont rodés à des nuits courtes. Salut Joe Cole. Mais par exemple, alors, il y avait 13 matchs cette nuit. J'ai fait l'erreur. Je suis rentré du foot de mon match à minuit, à peu près. J'ai mangé tout ça, discuté et je me suis dit, bah, je vais pas me coucher. D'habitude, souvent, je me couche et je me relève après, je me refais les replays, tout ça. Et j'ai regardé des matchs en direct. Je me suis endormi à la fin de je ne sais plus lequel, sauf que j'avais oublié de mettre mon alarme. Donc, je me suis réveillé en panique à 1 heure après l'heure habituelle, avec ma fille à devoir emmener à l'école. C'était magnifique. Donc, parfois, c'est pas facile. Parfois, on se loupe. Mais on essaye. On essaye de tenir la distance. C'est pas si compliqué que ça, je vous rassure. Le coup des pleurs de Rudy, c'est tellement une réaction de Draymond, par exemple, c'est tellement un truc de beauf boomer. Ouais, je suis d'accord. Salut Waydin, je suis mort, je m'attendais à voir Antoine avec toi. Ouais, il est souffrant, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont là depuis le début savent, mais ouais, il est souffrant. Dans le CQFR ce matin, t'as dû voir qu'il était déjà un peu palo, un peu fatigué, mais il va revenir plus fort que jamais. Peut-être demain, on va voir s'il tousse pas trop. Sinon, je ferai le CQFR avec Théo probablement, mais vous inquiétez pas, il va revenir. Tu siestes pas dans l'après-midi? Ouais, ça m'arrive quand même. Ça m'arrive de prendre 20-30 minutes. Pause dodo entre 12 et 14, je peux pas vraiment. Je récupère ma fille le midi, elle mange pas à la cantine, elle mange avec moi. Je suis à côté de l'école, et donc entre 11h30 et 13h30, je suis avec elle. Ça m'arrive parfois entre 13h30 et 14h30 de faire une petite sieste, j'avoue. Pas tous les jours, mais ça m'arrive. Mais je dors quand même beaucoup plus et beaucoup mieux qu'à une époque, hein. Juste avant de partir aux États-Unis, quand je suivais vraiment hardcore, je faisais que ça, j'étais en même temps pendant les études. Je pense que je dormais vraiment 3 heures par nuit et j'allais en cours après, quoi. Je regardais tous les matchs, je faisais des résumés pour Basket Session à l'époque déjà, mais en bénévole comme ça, à la cool. Et je crois que je dormais 3 heures. Pendant 1 an ou 2, j'ai dormi 3 heures par nuit, je pense. Puis après, tu vieillis, tu peux plus. On est passé de la sieste de 20 minutes à 1 heure. Non, je dis parfois 1 heure, mais c'est rarement 1 heure quand même. Il faut quand même bosser un peu, hein. Il faut quand même bosser parce qu'après, si je dors jusqu'à 14h30, je vais récupérer ma fille à 16h30 ou 17h30, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler quand même, pour écrire des articles sur Basket Session, préparer des podcasts, des choses comme ça. Donc, écrire sur le MOOC, évidemment, que je vous recommande d'acheter si vous n'avez pas encore le MOOC Loser, évidemment, en même temps qu'une saison en enfer pour les fêtes. Je fais la promotion qu'Antoine sait si bien faire habituellement. Mais oui, ça taffe dur, mais on n'est pas non plus à plaindre, hein, vous inquiétez pas, c'est cool, hein. Quand on a des bons retours, quand on voit que les choses vous plaisent, que vous êtes au rendez-vous sur les vidéos,
sur Twitch là, même quand Antoine n'est pas là, quand on voit que les MOOC vous ont plu, que le livre vous a plu. D'ailleurs, ceux qui l'ont reçu, n'hésitez pas. Bah, à Bitunka, je pense que tu vas le recevoir bientôt, hein. Il y a eu des premiers arrivages, des premiers envois, ça va pas tarder. Ah, cool si tu l'as eu, Kikish. Bon, de toute façon, c'est intemporel, hein, c'est pas un truc d'actu, vous pouvez le lire quand vous voulez, c'est pas un souci, mais. Quelle vie, putain, pas un moment de libre. Si, non, mais si, quand même. Ah, on a quand même des week-ends, une après-midi en semaine, des choses comme une petite chose par-ci par-là. On est quand même pas à plaindre. Euh, j'ai pas encore fini Loser. Bah, c'est ça qui est bien avec les MOOC, y a pas de souci. C'est que c'est intemporel, vous pouvez le lire dans 10 ans, y a pas de problème. C'est un peu le choix qu'on avait fait quand on a basculé du format classique de magazine à celui de MOOC. Et il y a des gens qui nous envoient des messages en disant: Ah, je viens de vous découvrir, c'était super le numéro 1 ou 2, on a beaucoup aimé. Donc c'est cool. Merci Corium, c'est cool que tu l'aies reçu et c'est cool que ça t'ait plu. Papa, en plus, t'apprends le basket à ta fille, j'espère, pour la WNBA. Bah ouais, bah, je lui montre un peu, évidemment. Je lui montre. Alors les matchs, évidemment, je lui montre pas la nuit. Je l'ai emmenée au Trophée des Championnes l'année dernière, je crois, mais bon, elle avait 7 ans. C'est un peu long les matchs pour elle encore. Les pauses et tout, elle est moins. Elle préfère regarder des bouts de matchs de foot avec moi parce que. Ou alors du 3-3. Le 3-3, elle aime bien. Parce que c'est plus vivant, dynamique. C'est. Pour des petits qui ont une capacité d'attention pas forcément aussi élevée que nous, c'est bien. Mais elle va regarder avec moi, elle me voit. Euh, Parfois, elle est à côté de moi pendant les interviews, quand je fais les interviews sur Zoom. Elle est à côté de moi, elle regarde, elle comprend un peu ce qui se passe. Je l'emmène jouer à côté au terrain qui est à côté de chez nous de temps en temps quand il fait beau. Euh, donc, ouais, voilà, le projet WNBA. Il y a les projets Mbappé, moi j'ai le projet Marine Johannes. Alors, elle est grande, donc ma fille est grande, donc ça peut être pratique. Elle ne tient pas de moi, mais elle sera grande. Escrime pour l'instant, ouais, Street Grec, ça. Elle fait pour l'instant de l'escrime et l'école du cirque, donc. Mais elle aime bien le basket, elle aime bien jouer. Euh, Est-ce que je vais la mettre au foot ou au basket? Alors, si j'ai le choix, alors déjà, c'est pas moi qui vais la mettre à quoi que ce soit, c'est elle qui nous demandera toujours ce qu'elle a envie de faire, c'est elle qui a voulu faire de l'escrime en envoyant la télé. Si je dois choisir, franchement, je préférerais le basket, hein. Voilà, c'est, je connais les clubs de foot, les équipes de foot, je sais un peu comment c'est, donc. Mais bon, si elle a envie de faire du foot, elle en fera et ce sera très bien. On ira la regarder avec plaisir, c'est cool. À choisir, je préférerais le basket, je préfère la mentalité du basket. Salut Chat, la photo d'Antoine, c'est la quatrième de couverture de la BD. Ah, mais alors, vous savez que moi je l'ai pas reçu encore ma BD, donc c'est c'est vrai ou pas? Je suis en train de dire ça, c'est possible parce qu'il est beau gosse dessus quand même. Donc pour vendre le truc, c'est bien s'il a mis celle-là. Moi, il apprend les logos des équipes. Ah, mortel. Taureau rouge, abeille bleue, tout ça. Moi, je crois qu'elle connaît les équipes dont j'ai le maillot, dont elle voit traîner un peu le maillot. Elle avait un petit maillot des Warriors. Mon père lui avait pris quand elle était bébé. Elle avait un truc qu'elle a gardé longtemps. Mais c'est cool si tu lui apprends déjà les logos et le nom des équipes. Le 3-3, c'est la vie. Bah, le 3-3, c'est hyper divertissant. Il y en a qui aiment pas trop. On va pas se mentir. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le format. Un peu les puristes du basket aiment moins, je crois. Mais moi, je le trouve hyper divertissant et c'est une bonne première approche, je trouve. Comme ils ont fait pour le rugby à 7, je trouve. Le rugby qui est pas forcément un sport très lisible pour les gens qui connaissent pas et on se demande toujours ce qui s'y passe, l'arbitrage, tout ça. Mais le 3-3, je trouve ça hyper. Je pense déjà, ça peut être formateur pour des joueurs et des joueuses. Et en plus, c'est très très télévisuel puisque ça va à 200 à l'heure et c'est. Ouais, ce que je disais, ma fille, elle a adoré pendant les JO et même les autres compètes, de temps en temps que je regarde avec elle. Moi, j'ai pas de photo de Pimel sur le roman. Ah bon, bah c'était une fake news, mais ça aurait pu. Docteur Alexander McCoy, ça aurait pu. Sans cerne surtout, c'est presque mensonger. Ah, peut-être que sur la photo, il a fait du Photoshop, les gars, on sait pas, il a peut-être mis un beau filtre. Est-ce que j'ai vu le craquage sur l'arbitre en Turquie? C'est scandaleux. C'est totalement. Mais c'est en même temps tellement pas surprenant. Alors c'est en foot hein, pour les gars, si vous avez pas vu ça, les gars. C'est quoi le club d'Ankara Gucci, un truc comme ça? En gros, ils étaient vénères contre l'arbitre. Ils sont descendus. Le président de l'équipe a cogné l'arbitre. D'autres joueurs l'ont tapé. Il est ressorti avec la gueule en sang. Enfin, ils se sont fait arrêter par la police direct dans la foulée, hein, évidemment. Heureusement.
Mais ouais, en Turquie, parfois, enfin, là-bas, c'est une question de vie ou de mort, presque le foot, et littéralement, c'est assez fou, hein. Il y a des pays comme ça où, à côté de la France, ouais, le président est en tôle, mais heureusement qu'il est en tôle. Enfin, tellement débile. Mais bon, en basket, il y a eu des trucs comme ça aussi, hein. En basket, t'as des présidents en Grèce et en Turquie qui viennent avec des guns sur eux. Enfin, c'est c'est des mafieux qui possèdent les clubs. C'est des voyous, hein. Donc, dans la même veine, les matchs en Grèce se jouent à huis clos jusqu'à février parce que trop de violence. En Grèce, au foot, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Mais bon, écoute, au bout d'un moment, faut. Moi, je suis pas fan des mesures radicales, hein, forcément. Mais parfois, il faut bien, hein. C'est-à-dire quand il commence à y avoir des morts, des agressions en direct, t'es obligé de réagir. Puis tu peux pas constamment dire oui, c'est un individu isolé qui pénalise les autres, mais au bout d'un moment, je sais pas, au PSG ils ont fait ça quand il y a eu un mort, au bout d'un moment bah, ils ont shooté tous les supporters parce que ils avaient pas d'autre moyen de combattre le truc, quoi. Donc voilà. Tu dis ça, si ça se passe pas en France, j'ai un pote qui fait arbitre de foot, une fois il est resté bloqué dans la salle d'arbitrage parce que le président du club voulait les fracasser, il attendait les flics. Alors je parle du foot professionnel parce que j'ai joué au foot en club très longtemps, j'ai vu des dingueries, hein. J'ai vu des dingueries avec des arbitres, entre équipes, enfin c'est... J'ai joué dans le Val d'Oise, hein, donc j'ai joué à Sarcelles, Garges, tout ça, Argenteuil. Donc oui, les arbitres passent pas un bon moment là-bas, hein, et pas que les arbitres, hein. Les équipes visiteuses passent pas forcément des bons moments, ouais. Mais je parlais au niveau professionnel. Au niveau professionnel, en France, il y a des dingueries, hein. On voit sur certains matchs entre supporters, des joueurs parfois agressés, mais j'ai presque envie de dire que c'est mineur à côté de ce qu'on voit là, de ce qu'on a vu là. Un président qui dégomme un arbitre en direct, des joueurs qui s'en mêlent et qui dégomment l'arbitre pour un match perdu. Enfin, quand même, c'est chaud. À l'époque, on était choqués quand Luis Fernandez il attendait un arbitre à la sortie du parking dans sa voiture. C'était déjà oh quel scandale, c'est les voyous. C'était presque soft. Le foot de district, c'est quelque chose niveau ambiance. L'autre jour, je sors faire un tour, j'entends gueuler à 1 km sur l'arbitre et je suis dans une commune calme. Ah ouais, ça veut rien dire, commune calme ou pas commune calme. Parfois, c'est même pire dans les communes calmes où il y a peu d'habitants, parce que c'est la seule attraction de la ville. Donc, ouais, je me suis retrouvé dans des cambrousses où c'est des villes de 3000 habitants, mais il n'y a que le club de foot et pendant tout le match, tu te fais insulter par les gens qui viennent voir le match et les arbitres, ils sortent pas, hein. Ils attendent les flics parfois. On a vu aussi l'inverse en France, un arbitre qui tacle le joueur. Ouais. Tony Chaperon avec... comment il s'appelait ce défenseur de Nantes? Diego Carlos, j'ai envie de dire, je crois que c'est ça. Espèce de croche-patte, de réflexe pourri qu'il a, ouais, c'était vraiment... C'était un problème. Alors, c'était pas un tacle à prendre parler, c'était un croche-patte, genre... ah ouais, tu m'as fait ça, moi aussi je vais te faire trébucher. Bon, on n'était pas dans de la violence extrême non plus, hein, mais c'était plus ridicule qu'autre chose. J'ai des cousins qui jouent au foot en Belgique, ils m'ont dit qu'il y avait une équipe avec des joueurs qui avaient des couteaux à cran d'arrêt sur le terrain, en mode laisse-moi passer ou je te plante. En Benjamin? Non. Ouais, c'est chaud quand même. Benjamin, c'est quel âge déjà maintenant? C'est genre U13, quelque chose comme ça? Je sais plus, je me rappelle plus, parce que maintenant ils ont changé le nom des catégories, mais. Enfin. Des couteaux à cran d'arrêt sur toi quand tu joues, c'est. Moi je suis l'équipe adverse, je rentre chez moi, hein, mais pas. Tu vas pas te prendre un coup de couteau pour un match de district, hein. Ce soir, qu'est-ce que tu regardes en NBA, Shai? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais regarder en rentrant? Peut-être regarder la saison 3 ou 4 de Sex Education, hein, vu que notre ami m'a donné envie là avec sa comparaison entre un personnage et Antoine Pimel. Alors qu'est-ce qu'on a au programme? Celtics Cavs, 1h30, c'est bien. Mavs Lakers, 1h30, ouais, je vais regarder ça, je pense. Je vais regarder ça. Mavs Lakers 1h30, ça peut être cool. Même Celtics Cavs, en vrai, c'est pas mal. 2h Chicago Denver. C'est pas inintéressant parce que Chicago commence à jouer un peu au basket. Depuis que Zach LaVine est blessé, hein, c'est l'addition par la soustraction. Je précise que j'aime bien Zach LaVine. Mais une sorte de petite dynamique qui s'est enclenchée, même contre Milwaukee la nuit dernière en prolongation, c'était bien. Bon, 4h Suns Warriors, c'est ça. Ma tactique, c'est soit de regarder direct en rentrant et de me coucher après un des matchs de 1h30 ou 2h, soit de mettre le réveil pour 4h, 4h30
pour un match du type Phoenix Golden State, même si je crois que ça perd un peu de sa saveur parce que le copain Kevin Durant est blessé, est forfait. C'est un peu moins de saveur, mais ça, je pense que ça peut quand même être un bon match de basket. Clippers Kings à 4h30. C'est plutôt cool aussi. Donc je me tâte entre me poser devant les matchs de 1h30, les deux, ou me lever pour les deux derniers. Je pense que celui qui passera à l'as, c'est Chicago-Denver, dont je me ferai le résumé demain. Voilà. Mais belles affiches, ouais. Pronostic, je te ferai une défaveur en te donnant des pronostics, Weydin. J'adore ça. Je joue très rarement parce que j'aime pas perdre. Mais faut voir, ça dépend si tu joues les cotes, les écarts de points, les mecs qui marquent plus ou moins de points par match. Mais je saurais pas te dire. C'était une question précise, genre est-ce que tu vois tel truc ou tel truc, je pourrais peut-être te dire, mais ce serait même pas forcément te rendre service, je pense. Les Suns ont souffle. Quand aura-t-on leur équipe au complet? Est-ce que c'est pas cette nuit que Bradley Beal revient? C'est ce qui était prévu. Donc ce sera pas au complet, mais il y en aura au moins deux. Et j'ai envie de les voir au complet. J'ai envie de savoir un peu ce qui va à 3. On les a vus en pré-saison, c'était offensivement étourdissant sur 10-15 minutes. Faut voir après contre des équipes compétitives. Donc ouais, je suis d'accord. Tant qu'on les verra pas à 3, on saura pas exactement quel est leur plein potentiel, parce que KD et Booker peuvent fatiguer quand même en playoff. Ils ont été magnifiques l'année dernière, franchement, ils ont un niveau de jeu énorme des deux, surtout encore plus Booker, surtout Booker d'ailleurs. KD était un tout petit peu plus en retrait sur les playoffs, mais Booker incroyable. J'ai envie de voir les trois ensemble, voir ce qu'ils donnent vraiment, et ce que valent aussi les joueurs autour dans le contexte de playoffs, c'est ce sur quoi j'ai le plus de doutes. Parce que des mecs comme Nurkic n'ont pas un très bon historique en playoff, ni Grayson Allen d'ailleurs. Donc pas de Bill sur le dernier Injury Report, donc il doit être de retour effectivement. C'est bien. C'est quand même bien qu'un joueur pour lequel tu as fait un gros move comme ça puisse jouer. Bon, à ce stade de la saison, c'est bien. Moi, je voulais... tant qu'il fait au moins à partir de janvier, il a le temps vraiment de créer quelque chose collectivement avec ses camarades. Ce sera bien. Moi, je vois les Mavs gagner contre les Lakers ce soir. Ils reviennent de Vegas, ça va être dur. Ouais. Attention, parce que les Mavs, ils ont quand même beaucoup d'absents. Je ne sais pas si Kyrie va revenir là. Il manquait un ou deux autres joueurs. Pardon. Mais pourquoi pas. Après, je ne sais pas quels sont les codes. Je ne sais pas si les Lakers vont venir au complet aussi. Mais ils ont eu quand même un jour ou deux pour se reposer. Ça va, c'est pas non plus... Je fais Vegas-Dallas avec les avions, ça va. Luka en 43, 13, 12. Luka contre les Lakers, il fait des gros matchs, non, en général? Doncic a skip blessé. Ah, peut-être. Mais il est pas incertain, non? Ah ouais. Et dans mon souvenir, à questionable. Ouais. Bon, bah, s'il n'y a pas Doncic, bon. Je pense qu'il n'y a pas trop de mystère. Enfin, si, il y a toujours des mystères, c'est la NBA. Hein, les Lakers peuvent se croûter, mais dans ce cas, s'il n'y a pas de Doncic, c'est évident que je mettrai les Lakers. Mais sinon, c'est le genre de match sur lequel je ne jouerai pas personnellement. Dallas est en back-to-back, c'est vrai. À prendre en compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, Boston Cavs, ça peut être pas mal. J'ai envie de voir un peu les Cavs qui ont été un peu mieux dernièrement. C'est une équipe que j'aimais beaucoup l'année dernière. Je les ai beaucoup regardés et je les regarde beaucoup moins cette année. Probablement parce qu'il y a moins de surprises dans l'effectif et que je suis moins curieux de certaines choses. Mais c'est quand même une équipe... Il n'y a pas Mobley, je crois. Evan Mobley n'est pas là. Et les Pistons, ils font 2 mois sans gagner. Bah oui. Ils ont encore 6 défaites à accumuler pour égaler la pire série de défaites en NBA par les Philadelphia Sixers de Sam Hinkie à l'époque. Donc c'est largement faisable. Hein. C'est quand même fou, 20 défaites de suite alors qu'ils n'ont pas non plus une équipe catastrophique. Quoi. Les Pistons vont y arriver. Ils vont y arriver à la série? Ouais. Faudrait que je regarde leur calendrier. C'est quoi leur calendrier? Detroit Basketball 2-21, ça pique les yeux quand même le bilan. Avec Monty Williams en coach, tu te dis quand même. Calendrier. Ils vont faire 2 fois Philadelphie. Ils font 3 matchs à l'extérieur après. Philadelphie, Milwaukee, Atlanta, c'est chaud. À Utah à domicile, je pense que c'est
Donc ils seront à 24 défaites de suite, peut-être. Non, 24 défaites de suite avant le match contre Utah. Allez, ce sera peut-être le moment là, les gars. Le Jazz est quand même pas une équipe ultra redoutable cette année. Et après, t'as 2 fois Brooklyn, tu peux peut-être les taper une fois. Ouais. Parce qu'on parlait du 11 janvier tout à l'heure face à San Antonio, l'autre équipe qui est en chute libre, qui enchaîne les défaites. Il y a encore beaucoup de matchs avant quand même. Je pense que les 2 séries de défaites se seront arrêtées d'ici là, mais on ne sait jamais, après tout. C'est la NBA. Markkanen revient exprès pour le record. Oui, ça peut, et pourquoi pas. La blessure de Durant, ça va les aider. Ils ont réussi à éviter les pièges Washington et Memphis à domicile. Ouais. S'ils se font oublier par le Jazz, ils vont faire une saison blanche? Non, quand même pas. C'est quoi la pire saison déjà? C'est les Sixers ou les Hornets? Parce qu'ils peuvent, hein, c'est ça aussi, il faut penser à la pire saison de l'histoire. Je suis nul sur les marques historiques là. Sixers du process, je crois. Je crois que c'était pas les Bobcats. The worst record. Ah non, mais ou alors c'était une saison raccourcie. C'était la saison du lockout, celle-là. Il y a une question de pourcentage de victoire et de nombre de défaites en fait. Les Bobcats, mais l'année du lockout, ouais. C'est ça. Pourcentage 7 victoires, 59 défaites, 10% de victoire. Et en 73, ah ouais, il y a quand même les Sixers de 73, les gars. Les Sixers de 73, 9 victoires, 73 défaites, 11%. Les Sixers de 2016 aussi, 10-72. Waouh, incroyable. Et pourtant, c'est ceux de 2013-2014 qui ont le bilan le plus cata. La pire série. Salut Baba Boykins. Quand ils ont benché Boris Diaw alors qu'il n'y avait personne, c'est ça. Heureusement, il a bougé après à San Antonio, ça a été magnifique. Tout ça pour drafter MKG en 2 après cette brillante saison. Mais Kid Gilchrist, il était fort à la fac. Enfin, il avait vraiment des promesses. Il avait son espèce de shoot crado. Je sais pas si vous avez déjà vu les photos où il est comme ça, tir complètement mécanique, complètement vrillé, limite. Enfin. Et il y avait quelques raisons de le prendre. Ils avaient été forts, mais bon, c'est sûr que ça s'est pas avéré très judicieux. Oui, Baba Boykins, Antoine est souffrant, donc on a mis une vidéo hommage en mode le Burger King avec le Burger King. Le mec qui a faim. Le Burger Quiz avec Gérard Darmon, déjà 10 ans. Voilà, une belle photo d'Antoine. En même temps, Boris n'avait pas tellement envie de jouer à l'époque. Oui, bah c'est parce que. Est-ce que c'était parce que c'était Charlotte ou. Bon, il avait connu des belles saisons avec Phoenix, mais c'est sûr que le contexte ne donnait pas spécialement envie de jouer, donc il attendait un trade aussi. C'est pas absurde comme choix, mais drôle avec le recul, ouais. Kid Gilchrist. C'est. Petit souci perso, je crois aussi, pas facile. Il avait du mal à gérer le quotidien, le garçon. D'ailleurs, après, il avait fait une pige à Dallas, non? Je sais plus. Ça, c'était pas bien. Ouais. Il n'avait pas réussi à se relancer, malgré des grosses qualités défensives. Il avait une paire de belles saisons à Charlotte aussi. Tu parles de Boris, je pense. Enfin, j'imagine que c'est pas Michael Kidd Gilchrist. Sa meilleure moyenne la première année, ouais. Il est pas allé à Sacto aussi, MKG? Il a participé au Burger Quiz il y a 10 ans. Non. Alors, je parlais du programme avec Gérard Darmon. Michael Kidd Gilchrist. C'est chiant à taper d'une main. Mais je vais le retrouver parce que je veux savoir s'il a joué à Sacramento. Simon devrait pouvoir nous le dire s'il traîne toujours dans le chat. Michael Kidd Gilchrist. Donc Kentucky évidemment. Non, moi j'ai Charlotte et les Mavs une saison en 2020, mais rien. Ouais, MKG était beg, ouais. Ça l'avait impacté psychologiquement vis-à-vis de sa carrière. Bah c'est possible. C'est possible que ça ait joué. Hein. Tu passes ton temps à devoir t'exprimer devant les médias, c'est pas étonnant, ouais. Après, est-ce qu'il avait fait de l'orthophonie, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de begs forts qui aspirent à des carrières en politique ou dans le sport et qui du coup traitent ça assez rapidement dans leur jeunesse ou même un peu plus tard, mais qui essayent de contrer ça, quoi. Parce que c'est hyper handicapant.
François Bayrou notamment, qui était ultra beg apparemment. Ultra beg quand il était jeune, voilà. Bah, le shrug, la ref. Et Kikish aussi, ouais. Ultra beg, il est tombé sur une bonne orthophoniste à l'époque. Et voilà, si vous l'entendez parler, aucun bégaiement. Et con aussi. Je ne me permettrai pas de juger l'ancien maire de Pau. Du coup, je vais revenir sur l'écran. Est-ce que vous avez des choses... Passer de MKG à Bérou, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Bérou, il y a un petit lien avec le basket quand même. Pau, les Lambernais, tout ça. C'est pas complètement... Joe Biden aussi. Oh, ça je savais pas. Je ne savais pas. On avait déjà parlé de Biden dans les sessions et de politique américaine. Mais non, je ne savais pas qui était beg. Les nouveaux All-Stars, nous demande le Shrug. Il y a de la place de libre. Il y a de la place qui s'est libérée. Qui comme nouveau All-Star cette année? Qui comme nouveau All-Star? Eminem aussi était beg. What? Je savais pas du tout. Bah putain, vu comment il débitait dans ses morceaux après. Nouveau All-Star. Liberton est déjà All-Star, le Shrug. Je crois. Dit le mec qui ne regarde plus un All-Star Game en direct depuis 10 ans. Mais Liberton a été pris, non? Rudy en retour, ouais. C'était une vanne. Putain, mais oui, c'était tellement fou en fait. C'est tellement improbable. Busta Rhymes aussi. Tous les mecs qui ont un débit de mitraillette, même avec l'orthophoniste. RJ Barrett All-Star, non, je pense pas. Je serais étonné. Ça veut pas dire qu'il fait pas une bonne saison, mais All-Star... Jamal Murray, s'il joue suffisamment, il sait pas beaucoup jouer. Hein. Mais dans la logique, peut-être qu'ils l'appelleront s'il enchaîne les bons matchs et que Denver reste haut, oui. Ils lui donneront peut-être pour les derniers playoffs en guise de récompense. Beg, Flo et Oli. Très bon ça. Je ferais faire une parodie où tu fais leur morceau mais en bégayant un peu. Chet Holmgren en All-Star. Je ne pense pas. Il en sera pas très loin, mais il y a quand même, je pense, du monde à l'ouest avant lui sur le format guards, forwards. Ça me choquerait pas. Je vais vous dire la vérité, ça ne me choquerait pas. Je le trouve incroyable, d'une efficacité, d'une propreté totalement folle. Mais je ne sais pas s'il sera All-Star. Je ne sais pas si les coachs, par exemple, se décideraient qu'ils vont le prendre. Banchero, pour récompenser le Magic, ouais, c'est possible. Il fait une belle saison, Banchero. Mais il y a un tel tandem avec Wagner que je sais pas si ça va pas, si ça s'annule pas un peu. SGA et All-Star, bah oui, bien sûr. SGA, il était top 5 du MVP l'année dernière, hein, donc All-Star. All-NBA First Team. Zion, ce serait une honte. Ah, il sera pas All-Star, je pense. Ah, quoi. Il a pas manqué tant de matchs que ça. Hein. Donc, les fans, ils aiment Zion quand même. Et les fans votent. Éventuellement Michael Bridges. Brooklyn est un peu dans le ventre mou. Il fait une superbe saison. Enfin, superbe. Il fait une bonne saison. Plutôt dans la continuité de ce qu'on a vu l'année dernière. Mais je sais pas s'il sera All-Star. Déjà pas par les fans, ça c'est certain. Et les coachs, peut-être. Tu penses quoi de Saddiq Bey qui sera agent libre unrestricted l'été prochain? Bah, que quelqu'un va le prendre sans aucun souci. C'est un mec qui a sa place en NBA, qui est un bon joueur. Après, il faudra pas le surpayer non plus. Faudra qu'il montre, faudra qu'il fasse ses preuves. Mais c'est un bon petit joueur, Saddiq Bey. Ja, non, Ja ne sera pas All-Star, je peux déjà te le dire. Wembanyama ne sera pas All-Star, je pense pas non plus, sauf méga vote des fans peut-être. Mais non, les coachs ils le mettront pas. Ils mettront pas un joueur d'une équipe qui a un tel bilan, je pense. Hein. Anthony Edwards, ouais, je pense qu'il y sera. Il y a déjà été d'ailleurs, mais il y sera pour la première fois pour de vrai, comme il dit. Parce qu'il avait été appelé en remplacement et donc pour lui ça compte pas. Oui, je pense qu'Abitunka aime bien Atlanta, non? Tu t'avais pas dit un truc comme ça? Ou alors juste t'aimes bien Saddiq Bey. Ah putain, c'est trop bon. Après Beg, Flo et Oli. Şengün.
Şengün, je pense pas qu'il sera All-Star, mais très bon, très très bon. Très bon Şengün. Ça, ce serait. Je le vois bien. S'il va au All-Star Game, je le vois bien en mode Jokic, mais Jokic qui a envie d'aller au All-Star Game. Ce qui n'est jamais arrivé. Mais Şengün le sera un jour, je pense. Pas cette année. Ouais, Tyrese Maxey, je pense qu'il le sera. Il sera. Enfin, en tout cas, il va être fort dans la discussion. Beck Simmons. Attention, Simon est lancé là. Marvin Bagley, mais oui. Benjamin Bush n'a pas de vote, sinon il aurait voté Wembanyama évidemment, mais il n'a pas encore de vote, il n'a pas encore assez percé aux États-Unis. Les deux seuls Français qui ont des votes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les amis Rémi Reverchon de Bean et Antoine Boncharel, qui a aussi un vote. Fox, Luka, Ant, Steph, AD, LeBron, Kat, SGA, Jokic, KD, Booker, ça fait déjà 11. Et du coup, t'as bien respecté les guards, forwards, wildcards potentiels, parce que j'avoue que ça, ils m'ont cassé le cerveau avec ça. Mais bonne histoire de la batte. Sadiq Beg, ça fait tueur de film d'horreur, genre massacre à la tronçonneuse. C'est vrai. Mais Sadiq, ouais, c'est pas comme prénom quand t'es français. Bon, là, c'est pas son cas, mais. Rémi Reverchon, il vote All-Star et MVP. Oui, il vote pour tous les trophées, Rémi. Il reçoit le petit papier, le petit colis de l'NBA. Où on lui demande de donner à chaque fois un top 5. Et son vote est comptabilisé. Et son vote n'est pas anonyme, donc il doit répondre après. Chaque année, vous verrez sur Twitter, il donne un peu ses tendances, ce qu'il pense faire et tout. Et puis après, souvent, il se cache pas des gens pour lesquels il a voté, Rémi. 4 plus que Rudy pour moi, non. Pour moi, vraiment pas. Mais pourquoi pas les 3 si Minnesota et Edwards et Kat et Rudy, si les Wolves restent aussi forts et restent en tête de la conférence Ouest, je serais pas plus choqué que ça. Je vous rappelle qu'Atlanta en avait eu 4 en 2015. Moi et les années, c'est catastrophique, mais en 2015. Comment ça se fait que ce soit Rémi et pas Xavier Vaution? Pourquoi Rémi et pas Xavier Vaution? Vous vous posez la même question, les gars. Eh bien, je n'en sais rien, car je ne travaille pas chez Beansport, mais je connais bien les deux. Je pense que c'est peut-être parce que Rémi anime les émissions au quotidien, Xavier est plus chef de la rédac, et que je sais pas, faut leur demander, c'est une bonne question. Mais Rémi après Rémi, Xavier aussi, tu me diras, mais il a ses entrées en NBA maintenant depuis longtemps et passait du temps là-bas. Xavier aussi, mais c'était il y a un peu plus longtemps. Il est peut-être plus connecté aux autres médias, aux gros médias, je sais pas. Bonne question, faudra leur demander. Mieux que le vote, Rémi a l'honneur de faire des préfaces. Exactement, Rémi écrit la préface de notre livre Une saison en enfer. Très sympa, très bonne préface. De toute façon, Rémi c'est un amour. Il est à la fois très compétent et très terre à terre et toujours adorable. Donc, c'est pas étonnant. Pourquoi pas les votes vu qu'il fait les vidéos NBA? Oui, mais c'est vrai, c'est pas une mauvaise question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi c'est. Il devait peut-être choisir l'un des deux. Peut-être que est-ce que ça intéresse Xavier? Je ne sais pas. Il faudra leur demander. Alors, il est plus sur Twitter, Xavier, je pense, mais vous pourrez peut-être demander à Rémi directement. Oui, il a bossé à LA, mais c'est pas. Xavier aussi, il a passé du temps aux États-Unis. Donc, il est peut-être plus connecté aux gens de la NBA actuelle parce qu'il y allait plus souvent. Je sais pas. Rémi fait la préface du bouquin de feu, Antoine, le pauvre. C'est vrai que ça fait vraiment mémorial quand je regarde l'écran là avec la. Parce que Votion, c'est pas un peu relou? Non, sorry. Non, je ne sais pas quels sont les critères de la NBA, mais je pense pas que ce soit ce genre de choses. La photo est folle. Et voilà, Théo qui débarque. Ouais, t'as vu Théo, les gens pensent que c'est un mémorial pour Antoine Pimel, 10 ans déjà. Je me demande si Xavier votait par un moment, qu'il a peut-être juste laissé Rémi voter ensuite. Il me semble qu'un journaliste français avant Rémi votait. Il y avait Antoine Boncharel qui votait. Et qui vote toujours d'ailleurs, je crois. Parce que ça fait très très longtemps qu'il y est, il est toujours dans la région de New York. Je crois qu'il a toujours le vote, il me semble. J'étais à un enterrement il y a quelques semaines, la photo du défunt est exactement la même. C'est vrai que ce sera peut-être la photo. Je pense que c'est plutôt bien, non? Il est beau gosse dessus, Antoine.
Il est sympa Xavier Vaution en fait? Bah oui. À vrai dire, je le vois beaucoup moins que Rémi. Mais bah oui, oui. Très sympa Xavier. Il aurait fallu la mettre en noir et blanc cette photo. Ouais, j'aurais poussé le truc un peu loin quand même, non? Quelle heure est-il? Minuit 35, on va pas tarder les gars quand même, hein, parce que là je parle, mais au bout d'un moment, hein, après, si vous avez des questions et des sujets que vous voulez lancer comme ça en dernière minute, n'hésitez pas, mais euh, je crois qu'on a fait l'éloge funèbre d'Antoine Pimel déjà, on a parlé un peu de basket, de choses et d'autres. Euh, Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres sujets brûlants à aborder, je vais gentiment rentrer à la maison, hein. Écoutez, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des matchs, tout à l'heure, des matchs plutôt sympas à regarder. Je pense que le... Quel match j'ai dit que j'allais regarder? Ouais, Dallas Lakers, selon le nombre de forfaits, je vais peut-être me mettre sur celui-là, et sinon, petit réveil pour Phoenix Golden State. Et bah, bonne nuit les gars, bonne nuit à vous qui allez aussi vous coucher. Bonne nuit Simon, merci d'être passé comme d'habitude. Jeu de mots de grande qualité comme d'habitude. Merci Istrid Greg pour la fidélité, l'assiduité, la sympathie. Le shrug, merci Kikish. Baba Buckin, c'est vrai que t'es arrivé un peu après. Ouais, ouais, je vais te dire ce que. Alors, je crois qu'on en a parlé au début, mais je vais finir avec ça si tu veux. Où penses-tu que débarque Evan dans son prochain trade? Je maintiens ma réponse des derniers jours, c'est-à-dire que où je pense, je ne sais pas, mais moi je veux juste qu'il aille dans un endroit où il joue, même 10 minutes, même 15 minutes. Ça proposait un deal avec les Wolves récemment à Minnesota. Je pense que ce sera très bien Minnesota si c'est le cas. Une équipe compétitive c'est génial, mais je pense pas qu'il faille être aussi exigeant. Euh, N'importe quelle équipe où il aura du temps de jeu. Pour moi l'objectif, et je pense pour lui, c'est les JO et laver un peu l'affront de l'été dernier. Euh, mais si c'est le plus important pour lui, il faut qu'il aille là où il va jouer un peu et que ce soit via un buyout, via un trade. Voilà. Minnesota me semble être une bonne idée. Je sais plus qui avait lancé tout à l'heure aussi, c'était des rumeurs dans un deal avec Emmanuel Quickly aussi dans le package, mais Minnesota me semble être une option intéressante quand là comme ça dit comme ça, je pense que c'est bien, ouais. Ouais, bah, pas de souci, Baba Vikings. De toute façon, il y aura le replay jeudi. On le met le jeudi en général. Euh, et puis voilà. Au point, d'ailleurs, c'est aussi sur Twitch direct après, hein, direct après la diffusion. C'est juste qu'on le met sur YouTube, c'est plus intéressant pour nous forcément. Mais si vous allez les regarder sur YouTube en replay, mais c'est aussi sur Twitch directement. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Trent, ça va mettre une orthophoniste et un croque-mort en miniature. Alors ma femme est orthophoniste, donc je peux peut-être lui demander. Mais non, je vais pas, la pauvre, on va pas l'exposer à côté d'un croque-mort en plus en miniature à côté, non mais franchement. De rien, Baba Boykins. Salut à Bitunka, salut à tous, salut Saruman Chelonis. Sans Antoine, c'était dur, le CQFR de demain va être difficile à regarder aussi. C'est possible qu'Antoine soit là demain matin, hein, s'il a récupéré un peu de jus. Antoine aurait été très ému de voir autant de gens réunis. Ça lui fera plaisir de vous voir aussi ému à l'évocation de sa possible disparition, mais rassurez-vous, il sera là soit demain, soit un petit peu plus tard dans la semaine. On a une pensée pour lui. Merci encore. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Demain matin, c'est QFR. Vous pouvez regarder aussi les émissions des derniers jours qui sont toujours d'actualité, hein, le podcast de lundi sur les Lakers, le Moop Deep de la semaine dernière de Ben, le Hoop Culture. Rendez-vous pour ma part aussi immanquable désormais avec Théo et Pierre Armand le week-end. Voilà, il y a plein de choses à regarder, à faire, à lire, toujours les MOOC, les bouquins. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt.